vidéaste, et aussi des installations. Et puis Fabien, artiste, dessinateur, sculpteur aussi. Je vous laisse la parole. Quel, euh, quel rapport votre œuvre entretient avec cet homme qui est aussi un animal? Alors, l'animal dans mon travail, en fait, il a une place centrale parce que je me considère, en fait, comme ce que je suis, un animal, quoi. Là, typiquement, dans ce dessin, ce que j'essaie de raconter, c'est juste que je pense pas être, dans la chaîne heu, je me situe parmi les prédateurs, quoi. Il me semble qu'on est parmi les prédateurs les plus, disons, les plus efficaces ou les plus destructeurs. Et je me suis toujours considéré, enfin, je comprends ce que c'est que l'humanité, mais je me suis toujours considéré comme un animal, quoi. Donc l'animal, il vient exprimer dans mon travail parfois des émotions. Je vais l'utiliser pour parler de sensations que je peux avoir, mais vraiment, vraiment, ce que j'essaie de raconter avec ça, c'est juste de dire, bon, bah, on fait partie d'un tout. Et ce tout-là, je ne m'extrais pas quand je suis avec mon chat. Bon, il y a des chances pour que vous le voyiez passer. J'ai pas le sentiment qu'en fait ce soit, disons, que je m'en différencie de manière excessive. Je vois chez lui une autre forme d'intelligence, parfois même une intelligence plus grande que la mienne. Donc voilà comment je considère l'animalité. Et dans mon travail de dessin ou de sculpture, je l'utilise pour marquer des émotions, pour marquer des sensations. C'est comme ça que j'utilise, comme un élément parmi tant d'autres que je peux mettre en scène. Moi, ça rejoint pas mal de points avec Fabien, puisque finalement, c'est pas du tout pour l'animalité n'est pas du tout mise en dichotomie ou en opposition avec la question de l'humanité, mais plutôt en combinaison, en fait, comme une greffe, plutôt quelque chose à concevoir comme une greffe de l'un et l'autre pour, euh, pour ce qui constitue le monde sensible dans lequel on est. Et du coup, à la différence de Fabien, c'est que je me considère effectivement comme un animal, mais je m'en extrais dans mon travail, puisque finalement, je ne me représente jamais, je ne représente jamais un corps humain. Ce sont souvent les ombres qui viennent le faire avec les projections vidéo, ou du moins la taxidermie qui ramène à cette échelle. Et c'est davantage finalement de considérer aussi l'espace finalement dans la notion d'animal que je peux retrouver, ou cette réaction d'animal, c'est que quand je vais exposer quelque part, ou quand je vais dans un champ, ou quand je vais n'importe où, je regarde toujours les lieux dans lesquels je suis comme un territoire, comme un espace dans lequel je dois bouger, mon corps va bouger avec d'autres éléments et avec d'autres êtres vivants, plantes et animaux. Et finalement, du coup, dans l'installation, je reprovoque en fait cette place par le spectateur qui du coup se resitue dans un espace où se recompose une nature qui peut être assez tragique, désenchantée ou pleine d'humour noir, puisque justement elle est très en creux, alors qu'on se retrouve face à un autre vivant, mais pas du tout dans un effet miroir. Ah, c'est intéressant parce que en t'écoutant, en regardant ton travail et le fait qu'effectivement, la place de l'homme ou même ta place y est pas visible ou visible différemment. Il y a certaines fois où je me suis posé la question de savoir si il y avait un rapport avec l'animal chassé. Je ne sais pas comment te dire. Je pense que le fait qu'il y ait ce regard sur l'animal, que l'animal se retrouve dans des situations, je pense, notamment alors, je ne sais plus exactement sur quelle pièce, mais il me semble que c'était un de tes renards qui était. Et on a ce sentiment, en le regardant, comment dire, euh, spectateur de cette animalité-là et parfois acteur de ce qui peut lui arriver. C'est la sensation que moi j'ai eue en regardant ton travail. Je me suis dit, mais attends, en fait,
est-ce que l'homme est là et perturbe un petit peu cette animalité, enfin cette vie qu'a l'animal, sa capacité à se mouvoir, sa capacité. On sent, pour moi, cette sensation d'un animal un peu traqué, d'un animal regardé, d'un animal parfois projeté. Mais du coup, ce regard de l'homme sur et ton regard dessus, pour moi, je le sens et il est présent et il est comme une forme il y a comme une forme d'urgence dans ton travail. C'est ce que je ressens en voyant tes dessins et en voyant tes Ouais, installations. c'est vrai, il y a une forme d'urgence, il y a une forme de violence. Et puis on avait parlé un petit peu une fois tous les deux où on dessine pas du tout avec le même temps, où moi je racontais que je dessinais dans une sorte de fulgurance, ça va vite, c'est très corporel, Ouais, etc. ouais, Et pas du tout ce rapport. Et puis, ce que tu disais, ben, c'est ça, c'est que finalement, la pénétration du corps humain dans cet espace le perturbe, c'est vrai. Et les singes qu'on a vu passer tout à l'heure en vidéo, donc qui s'activent et qui sont dans des mouvements très psychotiques, hein. Ce grand singe, on a l'impression qu'il se tape l'épaule sur l'angle du mur. Notre ombre qui se projette dedans, les nuages noirs qui font penser à des racines, etc., fait que d'entrée de jeu, notre autocentrisme va faire qu'on va avoir l'impression de voir un animal en cage, mmh. parce que Ouais, comme ouais, c'est vrai. position de zoo. Et finalement, au bout d'un moment, la sensation peut s'inverser, puisque finalement, c'est celui qui vient regarder, qui est dans une boîte, qui est dans une salle. C'est celui qui regarde des parois qui donnent sur l'extérieur. Et finalement, l'enfermement se pose dans l'autre sens, puisque finalement, c'est l'homme qui se retrouve à regarder dans une cage, on va dire, ou enfermée, ou dans une bulle étanche, une nature qui est elle-même déboussolée, ou qui est elle-même dans une projection, dans ce sens réel de ce mot, c'est-à-dire fantasmée, et dans sa représentation, en fait, qui n'est pas là, qui est dans sa représentation. Alors que la taxidermie pose la question réellement de la présentation et du corps mort Ouais. présent, et non plus sa représentation. Et le dessin, pour moi, est vraiment dans cette projection de la représentation. Le dessin, moi, je le ressens dans ton travail comme une sorte de force vitale. J'ai vu certains animaux comme des animaux crachés, quoi. Comme Ouais, s'ils ils sortaient d'un élan. Effectivement, la taxidermie, le fait que certains corps, par exemple, soient coupés, il y a cette sensation c'est comme si tu rejouais le mouvement, comme si tu essayais de le faire vivre et que le dessin était la projection, en fait, comme si tu redonnais vie à ces taxidermies. Une taxidermie, c'est un animal, c'est la peau d'un animal et c'est juste son enveloppe, il y a quelque chose de très sec. Et en fait, le dessin, moi, le sentiment que j'ai et ce que je trouve intéressant dans ton travail, c'est qu'il vient, disons, créer cet élan vital qui n'est plus dans la taxidermie. Ça lui permet d'exister, d'exister pleinement. On n'est plus dans un muséum d'histoire naturelle. J'ai toujours trouvé l'utilisation de la taxidermie comme étant quelque chose de parfois très dangereux parce il y a cette idée de venez, regardez, j'ai déguisé un singe ou tiens, là, j'ai pris une biche, je lui ai mis. Il y a ce côté qui peut être accessoire. Ce que j'aime bien dans ton travail, c'est le dessin qui crée cette vie. Comme si, voilà, il y a ces enfants qui font ça, qui essayent de faire revivre des animaux qui sont plus de ce monde, et ça peut nous paraître un peu parfois pathétique, mais ça l'est pas du tout. Au fond c'est justement c'est une manière de. Et toi, tu le fais avec le dessin. oui, Donc, oui, oui. Et j'ai beaucoup plus de mal. Je sais que toi, tu pratiques aussi à l'inverse, où tu as fait des sculptures à partir de tes dessins, ou comment tu disais, en fait, considéré comme un dessinateur qui, par moment, fait de la sculpture, où du coup, l'animal est représenté, ça peut être des résines, des bronzes, peut-être de différents matériaux, et justement la question de la représentation. Alors que du coup, moi, en ayant utilisé la taxidermie et en travaillant sur ces problématique de la mort, en fait, du passage, etc., de la représentation, j'ai un problème à revenir à cette sculpture. euh, ouais.
justement, alors que et c'est par le dessin. Et du coup, effectivement, je pense qu'on se rejoint sur pas mal de choses en ayant finalement un chemin intellectuel ou plastique qui nous amène à des conclusions différentes. Tu vois, par exemple, la sculpture de l'éléphant que j'ai faite, qui est celle qui, en fait, c'est celle qui est issue du dessin qu'on voit là, où je porte un éléphant. J'ai fait une sculpture à partir de ce dessin-là. C'est poser la question de savoir si j'utilisais comme... alors, je ne sais plus qui a fait, je me semble que c'est Firmin, non? Oui, l'éléphant. Si j'utilisais une taxidermie. Mm. Et on m'a dit, oui, il n'y a pas de problème. Par contre, il faut juste attendre qu'un éléphant meure. J'ai dit, mais non, je ne peux pas faire ça. C'est pas dans mon... Voilà, l'idée, c'était... il n'y avait pas ce pendant que toi, tu as d'utiliser le dessin. J'étais juste dans la sculpture pure. Mm. Donc, si d'un seul coup, j'attendais qu'un éléphant meure pour avoir sa peau et pour pouvoir en faire une sculpture, ça me semblait réduire, disons, mon intervention à juste, je prends un élément du vivant, je le pose sur quelque chose de... Pour le coup, ce qui aurait été mort, c'est de la sculpture. C'est-à-dire que mon corps portant l'éléphant, lui, il aurait été encore plus mort que mort, parce que là, ça n'aurait pas été possible. Mais effectivement, on se rejoint sur ça. Pour moi, l'animal, je le vois comme un compagnon de route, comme disons, un autre qui n'est pas un autre, quelqu'un qui vient ah ça, je me rappelais plus de ce dessin, Marie-Laure. Ça faisait longtemps, dis donc. Waouh! Et non, pour moi, en fait, il vient, il y a ce côté allégorique aussi. Moi, j'ai grandi, les seuls très beaux livres que j'avais chez mes parents, c'était les Fables de La Fontaine. Donc, illustrés par quelques grands maîtres. Et donc, je regardais ça et je me disais, mais c'est fabuleux, ce singe habillé avec un petit gilet, puis sa petite veste et tout ça. Je pense que très petit, j'ai intégré le fait que, bon, globalement, on fait partie de cette fable-là. Donc là, dans ces deux dessins, c'était clairement cette vision. Là, il y avait un pendant politique. Donc, ce petit bonhomme là, en haut de ses moutons là, c'est clairement une sorte de dénonciation de ce qu'on était en train de vivre à ce moment-là, parce que c'est vraiment sous la présidence de notre ami Sarkozy. Et l'autre, c'est vraiment la pulsion de l'instinct du désir. Qu'est-ce qui fait marcher un homme, quoi. Clairement, c'est une vulve, quoi. Donc, c'était ça c'est ça qu'est ce dessin. Donc, l'âne, lui, me fait marcher. Moi, je l'aurais fait marcher avec une carotte. Et à mon avis, ça, pour l'avoir déjà essayé, ça ne fonctionne pas avec un âne. Mais lui, je pense que voilà, peut y arriver. Du moins, à ce moment-là, c'était cette idée de jouer avec la pulsion de l'homme. J'avais fait un dessin aussi où j'étais une peau d'homme, où j'étais sur l'âne, peau d'âne, pour fuir les avances de son père. Mais viens à la cuisine tout de suite. Oh, mais qu'est-ce que Non, non, peau d'âne pour fuir les avances de son père. En fait, elle s'était mise, donc elle avait pris une peau d'âne sur elle. Et je me disais, voilà, pour paraître disgracieuse, pour ne plus être cette princesse-là. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'un âne prendrait s'il voulait échapper à sa condition d'âne, et qu'est-ce qu'il ferait, quoi. Et donc, j'ai fait ce dessin-là où on voit un homme un âne qui porte une peau d'âne. Donc, c'est aussi ça que j'essaie de décrire. Il y a tout un tas disons, de tiroirs qu'on peut ouvrir avec l'animalité. C'est pas seulement l'animalité en tant qu'animalité, mais c'est ce qui renvoie de nous en tant qu'humains. C'est ça qui peut aussi m'intéresser. Et l'animal comme compagnon de fortune, quoi. Voilà. Du coup, moi, pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'effectivement, j'utilise en fait des animaux que je récupère en fait. Je vais aux abattoirs, je vais chez les chasseurs, chez les bouchers, chez les paysans. Et en fait,
Je n'utilise que des pots qui sont en fait voués maintenant aux déchets. Ouais. Ça m'intéressait parce qu'on a beaucoup parlé du déchet plastique, industriel, etc. Et on oublie qu'on a un déchet organique très conséquent. On continue de manger de la viande, on continue d'utiliser du cuir pour nos vêtements, mais on veut plus de fourrure. Et du coup, il y a certains animaux, ils étaient utilisés aussi pour ça. Et moi, j'avais une sorte de truc qui était que par rapport à la mort de l'animal, il y avait quelque chose où il fallait que tout soit utilisé, que cette mort-là, elle ne pouvait pas ne fournir que juste des belles cuisses de lapin. Ouais. Qu'il y avait quelque chose de un peu, ça peut paraître un peu comme une ogresse, quoi, mais finalement, c'était que cette mort puisse être étirée jusqu'à son maximum de l'utilisation, un peu comme une pensée un peu indienne, on va dire, ou chamanique. Le renard, en fait, les chasseurs le tuent, mis comme un nuisible, parce qu'en fait, on en a une fausse idée. On pense que cet animal nous apporte des maladies, etc. Les blaireaux, pareil, que ça a de la... Et on vit avec des craintes, effectivement, qui sont dépassées. L'éthologie nous dit c'est faux, etc. Et tu parlais de ça, et en fait, moi, je vis en face de la forêt, et j'avais des grands-parents bouchers. Et donc, j'ai arrière-grands-parents. J'ai le souvenir, moi, d'aller à la boucherie, de voir les rigoles de sang et de voir partir une bête, rentrer, et qu'elle sortait découpée, plus là, abstraite, que ce Ouais. corps avait disparu. Et je pense que moi, ça m'a marqué, cette disparition du corps d'un animal qui rentre et qui se transforme, de cette transformation, de ce partage après, des gens qui viennent manger les morceaux, puisqu'on en mange tout, de la corne qui servait à l'engrais, ou les sabots, l'engrais, etc. De toute cette utilisation qu'aujourd'hui disparaît de notre circuit. Aujourd'hui, les abattoirs sont très loin, ils sont loin des villes, on ne sait plus ce qui s'y passe. L'élevage aussi, c'est compliqué. L'élevage industriel nous montre bien qu'il y a des soucis. Les abattoirs aussi nous montrent qu'il y a des soucis. Les bouchers ne tuent plus eux-mêmes, ils vont aux abattoirs. Et en fait, cette disparition de l'image de la mort, je pense, ou du corps de l'animal en tout cas, nous pose un problème de cette représentation de la vie et de la mort. Et que du coup, la taxidermie, le dessin sont un moyen pour moi de réinjecter, de reparler de ce corps dans sa violence. Et que si on peut être violent, les animaux le sont aussi. Si on peut être ridicule, les animaux aussi. C'est pour ça que des fois, les renards se prennent les murs. C'est parce que finalement, il y a absolument tout devient risible, tout devient ridicule et tout est absurde dans notre façon d'envisager ce vivant et ce mort. C'est marrant parce que ce que tu décris avec tes arrière-grands-parents bouchers, moi j'avais un grand-père chasseur et qui a désespérément essayé disons, de m'amener à chasser. C'était peine perdue, quoi. Moi, l'idée, c'était... Et puis même, il voulait aussi que je mette des pièges pour les rats dans la ferme et tout. Et en fait, je les mettais avec lui. Et quand il partait, je réenlevais tous les pièges qu'on avait posés. Ouais. Comme quand on allait chasser les faisans, je les faisais partir. Bon. Et donc, je me suis plus, disons, identifié. Et je me souviens qu'il revenait avec des lièvres qui n'étaient pas morts et qui tapaient contre le rebord de la fenêtre. Donc, j'ai cette dimension de l'homme comme potentiellement prédateur. Je pense que c'est plus comme ça que je le perçois ou que je me perçois parmi tous ces prédateurs-là. Et puis là, dans le cas de ce dessin, alors les oiseaux, moi, ils sont très présents dans mon travail. Ces oiseaux, c'est souvent les idées noires. C'est comme ça que je pourrais les interpréter. C'est-à-dire, c'est pas l'oiseau en tant que tel, j'ai rien à dire du vol de l'oiseau. Alors, il y a un mot, moi, que je trouve magnifique pour ces envols d'oiseaux, c'est murmuration. Je trouve que c'est comme ça qu'on appelle quand ces oiseaux qui sont dans les champs et qu'on les voit voler dans tous les sens et tout. Moi, ça me donne parfois la sensation que ce sont comme les idées qu'on peut avoir dans la tête qui virevoltent et qui parfois sont un peu pesantes, sont un peu, malgré
leur vivacité, leur intensité sont parfois nuisibles. Donc là, je suis avec je crois que c'était une poêle à frire. Et donc, il y a tous ces oiseaux qui arrivent euh, à toute vitesse. Donc, c'est ça. Moi, l'animal, en fait, c'est une idée. Parfois, il est utilisé en tant que tel. Parfois, ça n'est juste qu'une idée. Et voilà. Il fait partie de disons que cette mythologie que je suis en train de me construire, quoi. Alors, c'est drôle parce que du coup, à ce dessin, moi, je pourrais te mettre, dialoguer avec une pièce que j'avais faite qui sont des arbres que j'ai dessinés au fusain, des très grands arbres. Ouais, Et en je fait, ce vois. sont des pigeons en porcelaine qui se mangent le mur. Ah oui. Donc, où on a Et en fait, pour le coup, le corps est toujours absent, ce qu'on disait, cette différence en fait qui nous marque, mais en même temps, le leurre est présent. Enfin, si tu veux, j'ai trompé les animaux avec Ouais, les ouais, arbres. ta présence, on sent ta présence. Moi, je trouve que dans tes installations, on sent ta présence. En fait, le corps, moi, n'est qu'un prétexte, en fait. Ouais. Il vient, c'est comme dans les dessins d'enfants, quand les enfants se dessinent, c'est ce petit Mm. bonhomme-là. Donc, moi, c'est pour ça qu'il est présent. Mais je sens, en tout cas, même dans certains de tes dessins que j'ai vus très anciens, 2001, des Mhm. dessins d'animaux. Je pense à des chevaux, un cheval, euh, ils sont tellement, comment dire, oui, alors je pense que c'est plus ancien que ça, mais Ouais. ils sont tellement, comment dire, jetés que Mm. du coup, on en sent ta présence, c'est-à-dire que ton geste fait qu'on pense à l'intensité que tu y as mis et fait qu'on pense à ta corporalité. Ton Mm. corps est présent dans l'image. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et je pense que Euh, tu as raison parce que en plus, je dessine plutôt en grand. Et ouais, effectivement, il y a une propulsion entière du corps, du bras et de tout l'ensemble de l'espace, enfin, tu vois, du vent autour que ça peut faire, le bruit, etc. Et que c'est effectivement un rapport au dessin qui est très physique. ouais, ouais. Non, mais ça se sent. Donc, Et, c'est pour ça que quand tu dis que tu n'y es pas présent, pour moi, t'es vraiment très présent. Ce seraient des petits animaux très chiadés, tu sais, très photographiques, ou une idée un peu, voilà, mais ça ne l'est pas du tout. On est dans quelque chose de différent. Là, le dessin qu'il y a là, alors là, c'est complètement différent. Enfin, l'animal, c'est juste que j'ai Behemoth, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est dans la Bible. Behemoth, c'est cette bête de la fin des temps. Et au Moyen Âge, alors j'ai lu un truc là-dessus, puis c'est parti là-dessus, mon dessin est parti là-dessus. Au Moyen Âge, on pensait qu'à la fin des temps, donc Behemoth reviendrait, et il reviendrait donc dans la vallée de la Gêne. Donc ça, c'est la vallée de la Gêne telle qu'elle existe à côté de Jérusalem. C'est un lieu où on mettait les voleurs ou les hommes qui avaient été, disons, les délinquants qu'on mettait sans sépulture à cet endroit-là. C'est pour ça qu'on en a déduit que c'était un endroit très mauvais d'où viendrait la fin des temps. Et je trouvais ça, pour les gens du Moyen-Âge, un hippopotame, c'était forcément la bête de la fin des temps parce qu'ils ne connaissaient pas les hippopotames, il y en avait très peu. Donc ils voyaient ça comme un truc énorme, quoi, et malfaisant, quoi. Et là, le fait de reprendre cette vision littéralement du Moyen-Âge, de mettre un hippopotame dans la vallée de la Gêne, pour moi, c'était un moyen, enfin, je trouve c'était ce que moi j'en avais ressenti, j'avais trouvé ça tellement, comment dire, ouais, à la fois je trouvais ça absurde et à la fois je trouvais ça tellement fort, quoi. Et bon, là, on est dans le mauvais film de série Z, quoi. Cet hippopotame géant qu'on pourrait voir voilà, enfin, façon Godzilla, quoi. C'était ça que je voulais faire, donc. puis lui, il est déjà très paysage, en fait, hein. On retrouve dans ses pieds les fenêtres des constructions, dans sa corpulence, les collines. Enfin, je trouve qu'il y a un rapport formel très fort avec l'animal, où c'est un animal qui a des yeux tout petits dans un corps énorme.
Ouais. Et dans ton paysage, qui est un grand paysage, un grand panorama, on a des toutes petites maisons, on a des tout petits arbres qui deviennent des petits détails, et que du coup, j'ai une lecture entre cet animal et ce paysage avec presque un même vocabulaire ou des similitudes, je trouve, Ouais, de- et je pense que le fait de l'avoir fait à l'aquarelle, tu sais, la palette, Ouais. en fait, c'est ça qui crée le lien aussi. C'est-à-dire que les teintes que tu as font que il y a une sorte de communauté, en fait, tu utilises ce que tu as sur ta palette, en fait. Mm. Tu as beau vouloir le modifier, en fait, les choses l'antériorité du paysage fait que l'hippopotame, en fait, vient se greffer dans le paysage aussi. Je pense que c'est aussi ça qui fait qu'il y a ce côté uniforme. Si j'avais cherché d'autres teintes, il serait ressorti Mais parce différemment. Mais là, j'étais dans une sorte de même geste, quoi. qu'il n'y a pas de ciel aussi. Enfin, le ciel est dans cette absence Ouais, Enfin, l'utilisation, je crois que je trouverais que là aussi, on a un point commun sur c'est vrai. le papier dans comment l'absence de dessin à un endroit est complètement au service du dessin qui a Ouais, été développé, et n'est plus du tout comme une absence ou comme quelque chose qu'on n'aurait pas vu, mais au contraire comme quelque chose qui est à voir. Et dans ce dessin devant nous, qui est effectivement, on pourrait faire une description en disant aux trois quarts blanc, enfin ouais. vide. C'est ce qui aussi fonctionne hyper bien avec la découpe de la bête cette Ouais, mais harmonie et ce vide. c'est ça qu'on retrouve effectivement, oui, dans ton travail. Il y a cette idée de la place, donc du vide, c'est pas du vide. Ouais, Euh, Tu vois, ce qui est intéressant, c'est que le spectateur, il vient combler ce vide-là. oui, c'est Alors un évidemment, espace on peu sait que c'est le foncé. ciel, on sait qu'il y a du ciel, mais c'est ça que je trouve, disons, ce que j'aime en tout cas, c'est faire sortir du néant, parce que c'est ça aussi le dessin, c'est faire sortir du néant des volumes, et ces volumes-là, en fait, ils existent parce que tu viens d'un seul coup faire le focus sur quelque chose. Dire voilà, là je vous dessine ce singe, ou là je vous dessine cet oiseau en train de se cracher, ou voilà, il y a cette idée de je fais abstraction de tout ce qu'il y a autour de lui, vous allez regarder cette figure-là. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu viens à la fois pointer le regard dessus et à la fois tu laisses la place au spectateur, et c'est ce que j'essaye de faire, de laisser la place au spectateur pour combler ces vides-là qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont Ouais, ceux je crois du. qu'il y a vraiment tout un travail très lié à euh, ça tu l'as hyper bien expliqué, sur la projection par rapport à celui qui regarde, et puis par rapport au dessinateur, enfin à la pratique du dessin. Je pense que quand on pose un trait sur une feuille, il y a d'emblée la question qui se pose, c'est pas uniquement le tracé qu'on va faire, ça va être la gestion la gestion De cet espace. de cet espace. Et du coup, cet espace qui est matière, ce qui est singulier, c'est-à-dire c'est un vide qui est super encombrant parce qu'il est déjà une matière, par exemple, plus ou moins forte. Moi, quand je le fais directement sur les murs, ça veut dire que c'est extrêmement présent. Ça délimite ça met des frontières, ça fait des territoires, ce que je disais tout à l'heure, quoi, ça délimite des choses. Sur la feuille, c'est pareil, il y a des bords, il y a tout quelque chose de très étrange, et que en fait, moi, j'aime beaucoup penser par l'absence. Ouais, bah, je peux pas dire mieux que ça. Je trouve que c'est un bon mot de conclusion. Eh bien, écoutez, je vous remercie Merci. infiniment. Merci Delphine Martin, merci Fabien Mérel. Très bien. À très bientôt. À bientôt. À bientôt. Merci à vous.